Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, chers spectateurs et spectatrices de YouTube. Moi, en tout cas, de mon côté, ça va très bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que ce début d'année 2026 se passe pour le meilleur. Bon, en tout cas, ça se passe très bien, puisque après un certain temps de travail, j'ai vraiment la grande joie de vous présenter mon premier livre que j'ai intitulé Le grand rébus des nombres et des lettres et qui devrait sortir officiellement sur Amazon au moment où cette vidéo que vous regardez devrait être publiée sur YouTube. Sachez que ce que j'ai écrit dans mon livre est beaucoup plus complet et dense que ce que j'ai pu expliquer dans mes 3 longues vidéos sur les nombres et les lettres, qui est maintenant sorti il y a plus d'1 an, et ainsi que les courtes vidéos que j'ai pu réaliser depuis entre chaque lettre et chaque nombre. Pour moi, ça a été un travail en tout cas qui a été rempli de péripéties, mais vraiment avec la plus grande joie. À chaque fois que je faisais des découvertes, j'étais rempli d'émotions. Et j'espère en tout cas que vous aussi, en lisant ce livre, vous serez immergé dans cet univers qui a été le mien pendant plus d'1 an, en me rendant compte de ces relations très énigmatiques entre les nombres et les lettres, et que maintenant, vous allez pouvoir avoir accès entièrement, dans son intégralité, grâce à mon livre donc, et ce bientôt. Aussi, si je sors cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, parce que le sujet que j'évoque dans mes vidéos, c'est aussi en relation avec des événements historiques antérieurs où on a pu retrouver. En fait, j'ai pu, au cours de mes recherches, j'ai pu constater qu'il y avait certains manuscrits du XVIe et du XVIIe siècle qui étaient remplis de schémas, de tableaux, de descriptions d'œuvres cryptées en relation avec la cryptographie, mais aussi avec la stéganographie. Et ça, je vous l'expliquerai dans la vidéo. Voilà, donc je vous laisse avec cette très bonne nouvelle. C'est pour moi vraiment un grand bonheur de vous annoncer ça. Et puis, on passe directement à la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo vraiment spéciale qui est en lien avec l'écriture et la sortie imminente de mon livre nommé Le grand rébus des nombres et des lettres, qui sera au moins proposé sous format papier. Alors je vais vous expliquer un peu comment va s'organiser cette vidéo, sachant que ça fait longtemps que je n'ai pas réalisé de longues vidéos et que c'est tout un processus, toute une manière de réfléchir dont je n'ai plus l'habitude et qu'il va falloir que je réapprenne à utiliser. Donc aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, elle est scindée en plusieurs parties. Il y a une partie qui est purement théorique, où je vais vous expliquer à peu près toute l'histoire de la cryptographie, des différents outils utilisés, mais d'un point de vue écrit. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup abordé l'époque moderne, la cryptographie numérique, telle qu'on la connaît, mais surtout me focaliser sur l'époque de la Renaissance et un petit peu l'époque de l'Antiquité, où on a quelques systèmes de cryptographie et de stéganographie, dont je parlerai un peu après, qui ont servi pour inspirer les cryptographes de la Renaissance à élaborer leur propre système. Il y aura aussi une partie pratique, puisque je vous montrerai 2 techniques de stéganographie qui vous permettra de dissimuler des messages sans même que la personne qui n'est pas au courant du codage ne puisse s'en rendre compte. C'est-à-dire que pour elle, elle aura simplement l'impression que c'est une lettre banale, un message anodin, mais en réalité qui dissimule un message caché.
Et ça, je vous montrerai comment faire de façon très simple avec des objets qui sont à votre disposition. Et comme je prendrai les miens, donc vous comprendrez que c'est vraiment simple de le reproduire chez soi. Et en plus, c'est un côté ludique et amusant. Voilà, je dois bien l'admettre. Bien sûr aussi, si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a une relation avec mon livre. Parce qu'en fait, en faisant mes recherches, en étudiant le sujet en profondeur, je me suis rendu compte que tous les éléments que je retrouvais dans le codage et que je vous ai expliqué à travers mes longues vidéos et mes courtes vidéos sur les relations entre les nombres et les lettres, en fait, il y a des antécédents. Tout ça a été développé notamment à la Renaissance, et je vous parlerai de certains ouvrages que je trouve absolument fantastiques, pour lesquels les auteurs ont trouvé des méthodes de dissimulation vraiment ingénieuses. C'est extraordinaire jusqu'où ils sont allés pour réaliser leur méthode de chiffrage. Et en l'occurrence, dans ces passages-là, je vous partagerai des captures d'écran vidéo que j'ai faites sur mon ordinateur, de manuscrits anciens, et je commenterai les différents tableaux qui sont représentés, les enluminures, les schémas, les graphiques qui ont pu être réalisés par ces auteurs au XVe et au XVIe siècle, et au XVIIe même, XVe, XVIe et XVIIe siècle. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer par la première partie de cette vidéo, à savoir les origines de la cryptographie. Alors pour cela, il faut remonter à peu près 2000 ans avant notre ère et nous diriger tout droit vers le Moyen-Orient, et plus particulièrement du côté de la Mésopotamie, où il y a vécu, il y a très longtemps, les Sumériens. Les Sumériens ont développé un système d'écriture qui s'appelle l'écriture cunéiforme, et il se trouve qu'à travers cette méthode, ils ont réussi à donner un double sens aux mots qu'ils affichaient, en quelque sorte, même si à l'époque, ce n'était pas vraiment des mots. Ça se confondait entre l'écrit et l'image, ce qui arrivera un peu après avec les hiéroglyphes égyptiens. Alors, l'écriture cunéiforme, c'était une méthode d'écriture à travers laquelle ils prenaient un calame, c'est-à-dire une branche de roseau, qui coupait en biseau, et à partir de la forme qu'ils donnaient à leur calame, ils la posaient sur des tablettes d'argile à moitié molle, ce qui leur permettait d'inscrire des messages dessus. Et après, une fois que l'argile durcissait, ça formait les tablettes qu'on exhume maintenant en grande quantité sur ces sites-là au Moyen-Orient, dans le milieu de l'archéologie. Parmi les premiers exemples de cryptographie, je peux notamment vous citer le nom d'Enki, qui, malgré sa forme complète, peut aussi être décliné à travers un nombre. Et c'est ça en fait. Le mot cryptographie, on peut le scinder en deux parties. Le préfixe et le suffixe. Le préfixe, c'est crypto. Crypto, ça vient du grec ancien kryptos, qui veut dire caché. Graphie, ça vient de grapher, à savoir l'écriture. Donc on comprend ici que l'assemblage des deux parties donne l'écriture cachée. Et en l'occurrence, c'est vraiment ce vers quoi je veux tendre, et notamment ce que j'explique dans mes livres, qu'il y a des messages qui ont été dissimulés sans même qu'on s'en soit rendu compte. Et ça, notamment, ça a été expliqué, comme je vous ai dit, pour l'écriture cunéiforme, puisqu'en fait, le nom d'Enki peut être remplacé par un nombre. Donc le nom est transformé par le nombre. Deux mots qui sont très proches dans la prononciation. En l'occurrence, Enki était associé au nombre 40, ce qui voulait dire que dès lors qu'on retrouvait le symbole cunéiforme du nombre 40, il fallait garder en tête que ça pouvait être en fait Enki dont le texte faisait référence. Et c'est pour ça que à certains moments, ça peut rendre confus les historiens et les archéologues, les paléographes, les épigraphes plutôt, qui travaillent sur ces textes, puisque
comme il peut y avoir un double sens dans le message, il faut savoir bien le déchiffrer. Dans le même temps, Enlil, qui est l'autre divinité majeure du panthéon sumérien avec Enki, et ben lui, il était associé au nombre 50. Donc si on retrouvait le symbole cunéiforme du nombre 50, ça ne pouvait pas forcément exprimer 50 ans, ou je ne sais pas, 50 pas, ou 50 coudées sumériennes. Je ne sais pas s'ils avaient des unités de mesure à cette époque. Il me semble que oui, hein, il y avait la coudée de Nippur. Mais ça pouvait aussi indiquer Enlil. Vous voyez, donc c'est vraiment un concept qui remonte à il y a très longtemps. Et ça, je peux vous l'affirmer, puisque même moi, dans le déchiffrage que j'ai fait des nombres et des lettres, je retrouve ce concept d'associer un nombre à un nom. Le nom et le nombre. Le nom est contenu dans le nombre. Maintenant, nous allons un petit peu se rapprocher dans le temps avec la civilisation égyptienne, l'Égypte antique, une civilisation florissante qui a marqué l'histoire à travers l'érection de ces grandes pyramides, obélisques et temples qu'on retrouve dans toute l'Égypte et qui a inspiré de nombreuses cultures par la suite, notamment les Grecs et les Romains. Et dans ce système d'écriture, il y avait cette osmose parfaite entre l'écrit et l'image. Là aussi, ça a été longtemps difficile de comprendre le système et il a fallu attendre les traductions faites par Jean-François Champollion au milieu du 19e siècle pour véritablement déchiffrer les hiéroglyphes et les amener à la connaissance du monde. Ce qui a été un grand pas en avant pour une meilleure compréhension de la culture égyptienne et remontant à plusieurs milliers d'années. On avait déjà les écrits de Manéthon qui retraçaient l'histoire dynastique de chaque pharaon qui avait régné pendant une certaine période. Mais là, grâce à Champollion, il y avait vraiment eu une percée qui avait été effectuée. Maintenant, pour en revenir à notre sujet de la cryptographie, les hiéroglyphes aussi sont complexes à analyser puisque ils peuvent à la fois symboliser un idéogramme, un phonogramme ou un symbole. Et c'est là-dessus, ils se sont appuyés là-dessus, notamment pour réaliser des doubles sens à leur message, comme ont pu le faire donc les Sumériens à la même époque ou un peu avant. Notamment, il y a un cas assez connu, c'est celui de remplacer l'image du pharaon par son cartouche. Et là, c'est assez intelligent de leur part, puisque on reprend l'image entière des personnages, et au milieu de ces images, on y intègre un cartouche qui lui contient une écriture. Donc en fait, on transforme l'image par l'écrit. Mais l'inverse est également possible. On peut transformer le cartouche du pharaon par son image complète. Sachant que son image complète peut être décomposée en plusieurs syllabes pour constituer le nom du pharaon. Il existe des cas où, par exemple, le nom de Ramsès II peut être reproduit à travers sa forme en ronde bosse, en statue. Et simplement en observant chaque élément qui compose l'œuvre d'art sculpturale. Voilà pour ce qui est de la civilisation égyptienne. Maintenant, on va passer à la Grèce. La première invention officielle en lien avec la cryptographie est ce qu'on appelle la citale. Alors si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est pas grave, ce n'est pas connu. Donc, je vais vous expliquer maintenant ce que c'est. En fait, il faut remonter en 404 avant Jésus-Christ. On est à la fin de la guerre du Péloponnèse et le général Lysandre, qui est un général Sparte, décide d'inventer ce concept qui peut lui assurer une communication sûre avec ses différents alliés dans des cités se situant à des dizaines de kilomètres plus loin. Or, comme au milieu, c'est le champ de bataille, si le message est intercepté, que l'ennemi le récupère et qu'il a les informations concernant la prochaine étape de la stratégie, quelle va être la coopération, là, ça fait tomber tout son plan à l'eau. Donc l'objectif ici, c'est de créer un système à travers lequel le messager qui va envoyer le message à la cité alliée, même si il venait à se faire capturer, les adversaires, eux, ne seront pas capables de comprendre la stratégie qui a été réfléchie en amont.
Alors je vais vous parler de l'objet maintenant. La citale, c'est un bâton en bois autour duquel on enroule une lanière en cuir sur laquelle on inscrivait les lettres de l'alphabet grec, puisque à cette époque, l'alphabet latin n'existait pas. Et en fait, une fois que ça s'était réalisé, la personne qui avait écrit le message, qui avait rédigé le message, déroule la lanière du bâton, puis ensuite la transmet à un messager qui, lui, va la porter autour de sa taille comme une ceinture, puis ensuite va faire le déplacement à cheval ou à pied jusqu'à la cité alliée pour transmettre le message au général avec qui Lysandre était allié, qui lui possède exactement le même bâton ayant la même taille et les mêmes dimensions, c'est important, pour qu'il puisse ensuite déchiffrer le message. Et c'est en l'enroulant autour de son bâton qu'il est normalement capable de lire le message de Lysandre. Voilà pour ce qui est de la partie théorique. Maintenant, je vais vous montrer que cette technique est reproductible chez vous à travers des outils très simples, tout en passant un bon moment à le réaliser. Donc voyons voir un peu à quoi ça ressemble d'un point de vue pratique. Je vais donc maintenant vous présenter un exercice pratique que vous allez pouvoir reproduire chez vous pour constituer une citale. Pour ça, il faut vous munir d'un objet qui puisse ressembler un maximum au bâton utilisé par les Spartiates. Et en l'occurrence, ce que j'ai trouvé le plus utile et le plus simple à trouver, c'est un stylo ou un crayon. Donc, vous pouvez soit utiliser l'un ou l'autre, ça revient au même. Sachant que comme c'est des objets produits industriellement, donc la personne à qui vous transmettrez le message aura probablement ce dont il faut avec elle. Une fois que c'est fait, vous vous munissez aussi d'un morceau de feuille. En l'occurrence, ce serait bien que vous puissiez prendre un format A4, notamment pour la largeur. Je vous montrerai après que c'est important. Après, le mieux, c'est que vous découpiez un morceau et que vous ne preniez pas la feuille complète, puisque ça pourrait vous gêner. Aussi, il faut que vous preniez avec vous un ciseau qui servira à découper le morceau de papier qui viendra s'enrouler autour du stylo, et un rouleau de scotch pour fixer le ruban et éviter qu'à chaque fois il se déroule. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer. Donc, première étape, il faut que vous positionnez votre stylo au niveau de l'extrémité de votre feuille, à peu près ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà les traces de stylo bleu, je me suis entraîné avant. Ensuite, deuxième étape, vous tracez un trait le long du stylo. Donc, que le trait fasse la largeur du stylo. Et vous le déplacez comme ça, hop, au bout. En veillant à ne pas perturber le bout. Hop. Une fois que ce trait est tracé, vous prenez votre ciseau et vous coupez cette bande que vous venez de tracer. Voilà. Une fois que c'est fait, ici je vais prendre plutôt le stylo rouge, vous allez pouvoir prendre un bout de scotch, le plus petit possible, parce que sinon ça va vous gêner. Tac. Le mieux c'est que vous l'ayez préparé avant. Moi je le fais ici en direct pour que vous puissiez vraiment bien voir chaque étape. Ensuite vous venez le coller au bout, à cet endroit-là, hop, et vous venez positionner votre citale, en l'occurrence votre ruban de papier, autour du stylo. Hop. L'objectif est vraiment de faire en sorte à ce que ce soit le plus serré possible.
qu'on ne puisse pas faire passer un objet entre les rebords du bout de papier. Hop. Une fois que vous avez fait vos tours, vous mettez un autre bout de scotch à l'extrémité. Pour le faire tenir complètement. Ça ne gêne pas trop le reste. Voilà, comme ça. Et là, votre cital est constitué. Ensuite, la prochaine étape va être d'inscrire votre message. Ici, bon, c'est un petit peu élargi, mais c'est vraiment très peu, donc ça ne devrait pas avoir de grosse incidence sur la suite. Là, en l'occurrence, comme vous avez pu le voir, j'ai fait 7 tours. Donc, ce qui veut dire que je peux constituer au maximum un mot de 7 lettres. Mais vous pouvez très bien aussi écrire un mot ayant moins de lettres. Le mot que j'ai choisi pour l'exemple ici, c'est le mot attaque, vu qu'on est dans un contexte de guerre à cette époque, qu'on va venir écrire le long du stylo. Et l'avantage qu'il a par rapport à un bâton, c'est qu'il a plusieurs faces plates, ce qui fait qu'on peut le poser et écrire plus facilement dessus, ce qui devait être plus compliqué avec un bâton de section circulaire ou cylindrique. Hop. Il faut bien sûr faire en sorte à ce que les lettres soient le plus alignées possible les unes par rapport aux autres. Hop, voilà, il y a le mot attaque qui est constitué. Ici, ça déborde un peu sur le bout de scotch, mais on réglera ça après. Après, pour écrire la suite de votre message, il faut que vous fassiez un tour suivant. Bon, ici, c'est un peu plus complexe. On pourrait faire... On pourrait écrire ennemi, attaque ennemi. Hop, avec 2 N. Je sais pas, vous voulez rajouter encore autre chose après. Imaginons que ces ennemis, ce soient des Belges. On va écrire ennemi belge. Et là, comme c'est un mot de 5 lettres, on peut faire abstraction du premier tour. Comme vous voyez, à chaque fois, on fait pivoter la citale pour écrire la suite du message. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut retirer un bout de scotch. En veillant à ne pas trop tirer sur le ruban de papier. Hop. Une fois que c'est fait, ça se déroule. On peut retirer le reste ici. Hop. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois déroulé. Comme vous pouvez le voir, ça n'a absolument aucun sens. Après, la prochaine étape, ce que vous pouvez faire, c'est l'entourer autour de votre poignet et l'attacher avec le scotch. Ce qui n'est pas hyper simple à premier abord. Hop. Mais qui peut être réalisé à la fin. Voilà. Là, par exemple, vous avez votre bracelet.
puisque bon, c'est de plus petite taille, on ne peut pas le mettre autour de la taille. Et une fois que c'est fait, et que vous rejoignez la personne à qui vous voulez transmettre le message, vous le détachez, hop, et elle qui possède le même type de stylo, même format, même taille, même diamètre, a plus qu'à enrouler sa citale, qu'on va prendre à partir de la lettre A, et normalement, le message devrait se reconstituer. Voici le résultat. Bon, il y a un léger décalage. On a attaque, ennemi, et là, belge. En gros. C'est tout pour cette vidéo. Un peu plus tard, aux alentours de 150 avant Jésus-Christ, un mathématicien grec du nom de Polybe invente un système dans lequel il intègre les 24 lettres de l'alphabet grec dans un carré de 5 par 5. Tout ce qu'il fait simplement, c'est qu'il numérote des colonnes de 1 à 5 et les lignes aussi de 1 à 5. Et tout ce qui se trouve au centre, dans les intersections entre ces lignes et ces colonnes, ce sont les lettres de l'alphabet grec, dans leur ordre comme ils se suivent dans l'alphabet, à savoir alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, etc. Et en fait, le principe est très simple. Cette fois-ci, au lieu de donner un résultat en lettres, on transforme les lettres en nombres. Une lettre équivaut à 2 chiffres. Pour ça, je vais vous montrer directement en image, comme ça au moins ce sera plus simple. On va prendre comme exemple mon prénom Marcus. On va aussi utiliser les lettres de l'alphabet latin pour rendre le processus plus simple et votre compréhension plus simple. On regarde où se trouve la lettre dans le tableau en observant la ligne et la colonne. Le premier chiffre à indiquer, c'est le chiffre de la ligne, puis ensuite le chiffre de la colonne. Et donc, à partir de ces deux-là, on va obtenir un nombre à 2 chiffres qui correspond uniquement à la lettre M. Et on va poursuivre pour chaque lettre. En l'occurrence, comme mon prénom comporte 6 lettres, donc le message chiffré sera constitué de 12 nombres. Enfin, de 12 chiffres. Ça, vous pouvez le reproduire chez vous de manière très simple. C'est un système vraiment hyper simple. Et c'est la première méthode de substitution monoalphabétique, la plus ancienne qui est actuellement admise dans la recherche sur la cryptographie. La substitution monoalphabétique, c'est tout simplement substituer une lettre avec une autre lettre ou une lettre avec un nombre. D'où son nom monoalphabétique. On ne peut que modifier la lettre avec un seul chiffre ou avec une seule autre lettre. Voilà pour ce qui est des différentes techniques de cryptographie inventées en Grèce antique. Un peu plus tard, à la fin de la République romaine, sous le règne de Jules César, un nouveau système de cryptographie fut inventé, qui fut renommé plus tard le chiffre de César, le code de César, le carré de César. Voilà, il y a plein de noms différents qui ont été donnés à cette méthode de cryptographie, qui elle aussi est très simple, et pour une personne qui débute dans la cryptanalyse, c'est-à-dire la manière de repérer les codes et de les déchiffrer pour en saisir le contenu, c'est vraiment hyper simple. Pour ça, il suffit de comprendre en fait à la raison de combien de lettres c'est décalé. Là, pour l'instant, ça peut paraître un peu flou et confus pour vous, mais vous allez voir, ça va vite s'éclaircir, notamment à travers le rendu visuel que je vais réaliser. Prenons encore une fois mon prénom, Marcus. À chaque fois, je vais me baser sur mon prénom, comme ça au moins, ça m'évitera d'aller chercher trop loin pour vous trouver des exemples plus complexes ou plus difficiles à aborder. Alors, je vais vous expliquer en quoi consiste déjà ce chiffrement par décalage. En fait,
il faut prendre l'alphabet dans son ordre ordinaire, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bon, à cette époque, il y avait certaines lettres qui n'existaient pas encore. Et vous y superposez un deuxième alphabet, sauf que cet alphabet, au lieu de commencer par A, il commence par une autre lettre. Et ça va être ça le décalage. En fait, chaque lettre de l'alphabet va être assignée à une nouvelle lettre de l'alphabet. Par exemple, si on réalise un décalage de 3 lettres, l'alphabet qui se superpose va commencer par la lettre C ou, si c'est en arrière, par la lettre X. De cette façon, le A dans le message sera transformé en C ou en X, le B en D ou en Y, et ainsi de suite dans le prolongement. Ce qui fait que, encore une fois, les personnes qui tomberaient sur ce message par hasard ne comprendraient pas sa signification, à part la personne qui a été mise au courant de la clé de déchiffrage, en l'occurrence, déplacement de l'alphabet de 2 lettres pour déchiffrer le message. Ici, c'est encore une autre méthode de substitution mono-alphabétique, sauf que cette fois-ci, au contraire de Polybe, on ne transforme pas une lettre par des chiffres, mais une lettre par une autre lettre, en décalant l'alphabet avec un deuxième alphabet. On superpose 2 alphabets différents, si vous voulez. Et cette méthode de cryptographie est très simple à réaliser, vous pouvez la reproduire sans aucun problème chez vous. Voilà pour ce qui est de la période antique. Maintenant, on va faire un bond dans le temps. On va revenir à une époque beaucoup plus proche de nous, au Moyen-Âge, puisqu'à cette époque, les Templiers ont eux aussi réussi à développer un système de cryptographie qui était basé sur leur symbole, à savoir la croix de Malte. C'est la première fois qu'on transforme des lettres en symboles. On s'appuie sur un symbole, on scinde chaque partie, et on considère que ça devient des lettres pour crypter des messages. Et là, c'est très ingénieux parce que une personne qui tomberait là-dessus et qui ne saurait pas que son origine est templière, ne penserait même pas que ça serait un morceau de la croix de Malte et qu'il faudrait le déchiffrer, quoi. Donc, ce qui fait qu'à leur époque, c'est un coup de maître. Ils pouvaient communiquer entre leurs différentes commanderies, puisque les Templiers possédaient des commanderies. Un espace où il y avait une église, une terre cultivable et un espace de rassemblement. Par contre, leur objectif était différent de l'Antiquité. Autant pour César ou pour Lysandre, c'était pour préserver les communications, éviter que ça arrive dans des mains ennemies pour perdre la guerre ou perdre la bataille. Là, l'objectif est bien différent, c'est de transmettre des messages confidentiels qui ne veulent pas arriver dans la main de membres du clergé, puisque là, ce n'est plus les armées, mais c'est le clergé qui domine, c'est l'Église avec un E majuscule, l'institution. Et eux, déjà, ils étaient un peu considérés comme hérétiques, donc si leur message venait à arriver dans de mauvaises mains, tout de suite, ils pouvaient être amenés sur le bûcher et puis tous mourir, quoi. Donc, c'était entre autres une de leurs façons de communiquer, mais ils avaient aussi en leur possession certains messages apparemment très secrets, si on en croit des auteurs récents qui ont beaucoup étudié les Templiers. Et c'est pour ça qu'ils auraient réalisé cette méthode de codage. Alors, un peu après les Templiers, au XIIIe siècle, un ensemble de rabbins se réunit à Gérone en Espagne, qui était à cette époque sous domination arabe, musulmane, pour fonder une école liée à la Kabbale. La Kabbale est vraiment un concept hyper important dans la cryptographie et fut notamment récupéré plus tard dans les travaux des auteurs de la Renaissance dont je vous parlerai un peu après. Et c'est une tradition très ancienne qui remonte à l'aube du temps, qui a pratiquement toujours existé, puisque son livre le plus ancien est le Sefer Yetzira, dont la tradition le fait remonter à Abraham, le même Abraham qui est mentionné dans la Bible, qui allait sacrifier son fils, Isaac, à la demande de Dieu pour prouver sa fidélité. Enfin bref, vous connaissez un peu l'histoire, si vous avez un peu étudié les textes bibliques. Donc c'est ce même Abraham qui aurait rédigé le Sefer Yetzira, qui veut dire livre de la création, ou livre de la formation.
Ce livre, je vous en ai déjà parlé dans une longue vidéo, donc je vais pas trop m'appesantir dessus. Je vais pas trop m'attarder sur son contenu. Je vous laisse en haut à droite de cet écran un encart qui vous permettra de vous rendre sur la vidéo afin d'en savoir plus. Mais ce livre est vraiment extraordinaire à plusieurs titres. Et ça, je pourrais développer sur énormément de points par rapport à ce qui est expliqué dedans, mais comme je disais, je ne vais pas trop rester dessus. Quoi qu'il en soit, ce livre a eu de grosses répercussions, puisqu'il a mené ensuite à la rédaction du Sefer HaZohar, le livre de la splendeur, et qui est jusqu'à maintenant l'ouvrage le plus volumineux qui existe sur la Kabbale, et qui est décliné en 5 livres différents. Les 3 premiers en référence à la loi, donc à la Torah. Un 4e qui a uniquement été rédigé pour interpréter le premier mot de l'Ancien Testament, sachant que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu dans sa langue d'origine. Donc, c'est pour ça que la Kabbale est liée en grande partie avec les textes bibliques. Et un 5e livre qui, lui, est beaucoup plus récent, qui s'appelle le Nouveau Zohar et qui est sorti au XVIe siècle. À partir des informations qui ont été partagées dans le Sefer Yetzira et dans le Sefer HaZohar, toute une tradition s'est développée et qui a donc formé la Kabbale, à savoir la tradition cachée, dans lequel les rabbins émettaient différentes hypothèses sur les interprétations à faire des textes bibliques. Et pour eux, c'est certain, la Bible est codée. Et pour déchiffrer ces informations, ils ont employé plusieurs systèmes dont je vais vous parler maintenant, et qui m'ont beaucoup servi moi-même dans mon déchiffrage des nombres des lettres. Le premier d'entre eux, c'est l'un des plus connus, la Gematria. La Gematria, c'est ce qui a donné à l'époque moderne la numérologie. C'est tout simplement associer des lettres à des nombres. Eux, leur forme la plus connue, bien sûr, ils le faisaient avec les lettres de l'alphabet hébreu, qui sont différentes des lettres de l'alphabet latin, c'est d'associer les 9 premières lettres aux 9 premiers chiffres, puis ensuite de passer aux dizaines. Donc, ils fonctionnent par unité, dizaines, centaines. Dès qu'on arrive à la 10e lettre, on passe de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, puis arrivé ensuite à la 30e, à la 20e, pardon, on passe aux centaines. Sachant que l'alphabet hébreu comporte 22 lettres, plus 5 lettres finales, qui sont en rapport avec les éléments, et ça j'ai pu l'expliquer dans une de mes précédentes vidéos. Voilà. Sachant que le système tel qu'on le conçoit actuellement sous forme de numérologie, c'est ce qu'on appelle la forme katan, qui veut dire petit en hébreu, donc la petite forme de déchiffrage, qui donc associe chaque lettre de l'alphabet hébreu en fonction de la place qu'elle occupe dans l'alphabet. Il existe 13 formes différentes de Gematria d'après les recherches que j'ai pu effectuer, donc je ne vais pas toutes les énumérer, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Il y a aussi une autre méthode que j'ai énormément employée dans mon déchiffrage, c'est le Temura. Le Temura, qu'on connaît autrement sous le titre de métathèse ou d'anagramme, qui consiste tout simplement à permuter les lettres entre elles au sein d'un mot, sans en ajouter et sans en retirer. Un des exemples les plus simples que j'utilise souvent, c'est le mot pouce, auquel on a interverti le P et le C pour obtenir couple. Pouce, couple. On change simplement la position du P et du C pour former un autre mot. Et bien il se trouve qu'apparemment dans la Bible, il y a de nombreux mots qui, simplement en intervertissant 2 lettres, permettent de constituer d'autres mots et d'apporter un nouveau sens à la phrase qui a été mentionnée. Et ça, c'est un phénomène que j'ai pu retrouver à outrance dans mon déchiffrage des nombres des lettres. Temura voulant dire échanger en hébreu. Donc voilà, ici, rien qu'à travers son nom, on comprend son sens et sa fonction. Un autre système qui est assez répandu est ce qu'on appelle le notaricon. Le notaricon, lui, est un peu plus complexe, mais aussi très intéressant à étudier. Et en fait, il se décline sous 2 formes différentes. La première, c'est de prendre un mot. Par exemple, imaginons on prend mon prénom, comme je l'ai fait depuis le début, Marcus. Marcus contient 6 lettres. Donc on peut créer une phrase à 6 mots. C'est ça le principe du notaricon. À partir d'un mot, on peut créer une phrase. Tout dépend du nombre de lettres qui est incorporé dans ce mot.
En l'occurrence, pour moi, 6 lettres, donc 6 mots pour la phrase. Donc je sais pas, Marcus, ça pourrait être mon apport régulier, courageux d'un survivant. Enfin, je dis ça comme ça, qui me passe par la tête. On peut créer une phrase simplement à partir d'un mot. Mais il y a aussi le processus contraire qui permet de reconstituer ou de recomposer un mot à partir d'une phrase. Et pour ça, en fait, il suffit d'extraire soit les initiales, soit les lettres médianes, soit les lettres finales des mots. C'est ce qu'on retrouve dans les sigles. Enfin, tout ce qui est en rapport avec des organisations qui ont un nom assez long et que pour les nommer, on a besoin de raccourcir leur nom. C'est le cas de la NASA, c'est le cas de l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, quoi. Ils ont besoin de contracter leur nomination complète afin que ce soit plus facilement retenu. Et là, en fait, c'est quelque chose qui est un peu semblable, sauf que le mot qui est reconstitué, c'est pas un mot qui n'a pas de sens si on comprend pas qu'il est en lien avec autre chose, mais qui est vraiment un autre mot à part entière. C'est comme si, par exemple, à partir d'une phrase, je pourrais reconstituer le mot livre. Le livre, pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir ce que c'est. Alors que si je vous parle de la NASA ou de l'ONU, vous n'allez pas forcément directement faire tilt que c'est en lien avec autre chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, la ressemblance s'arrête là, parce qu'il y a quand même des différences. Ça, ce sont les deux formes connues du notaricon. Et enfin, il existe une dernière forme de notaricon qui s'appelle le tashrak, qui consiste simplement à lire un mot à l'envers. Et quelquefois, simplement en procédant de cette façon, on est capable de déchiffrer un nouveau mot qui a du sens et qui vient apporter une nuance ou une nouvelle perspective sur les autres éléments de la phrase. Un peu plus tard, on arrive à la Renaissance, notamment au XVe siècle, où un certain Léon Battista Alberti, une des grandes figures de la Renaissance italienne, qui était architecte, qui réalisa un système de codage qui diffère des précédents, puisque c'est le premier système de substitution polyalphabétique. C'est-à-dire que là, on n'associe pas une lettre uniquement à une autre lettre, ou uniquement à un autre chiffre, ou uniquement à un autre symbole, mais une lettre à un ou plusieurs symboles, un ou plusieurs chiffres, une ou plusieurs lettres, voire une lettre ou un nombre ou un symbole, ou même les trois ensemble, quoi. Donc là, on complexifie la tâche. Mais là, pour son système, il n'y a pas de symboles qui sont mis en avant, mais surtout des nombres et des lettres. Ce système fut révélé pour la première fois dans son traité De Componendis Cifris, où en fait, il illustre ses propos à travers une enluminure qui représente un double cercle concentrique, ou on va dire un système en deux anneaux concentriques, avec un anneau interne plus petit et un anneau externe plus grand. L'anneau externe étant fixe, tandis que l'anneau interne étant amovible, on peut le déplacer à l'intérieur. L'anneau extérieur sert à insérer le mot qui va être ensuite chiffré à travers l'anneau intérieur. Et pour que le système puisse être mis en place, il faut d'abord aligner les deux anneaux ensemble à travers leurs lettres respectives. Puisqu'en fait, l'anneau extérieur comprend uniquement les lettres majuscules de l'alphabet avec les nombres 1 et 4, tandis que l'anneau interne contient uniquement les lettres minuscules. Donc en fait, il faut aligner les deux anneaux sur le A majuscule et le A minuscule, et à partir de là, voir la disposition des lettres, ce que ça donne. Sachant que sur l'anneau extérieur, les lettres sont affichées dans l'ordre de l'alphabet, tandis que dans l'anneau interne, elles sont dispersées. Pour bien comprendre le concept, je vous ai préparé un court extrait vidéo qui récapitule bien ce que je viens d'expliquer. Pour bien vous expliquer le concept du cadran d'Alberti, mieux connu sous le nom de chiffre d'Alberti, il y a un site internet qui est vraiment bien fait, qui s'appelle bibmat.net, qui récapitule un peu le concept du cadran en revenant sur son contexte historique. Et après quoi,
il est possible de générer soi-même un message codé à partir du cadran d'Alberti. Pour ce faire, vous réfléchissez à un mot ou à une phrase que vous souhaitez entrer dans la barre de tâches. Par exemple, j'habite en France. Et après, vous faites Enter ou vous faites chiffrer. Ça va automatiquement créer des correspondances ici avec les lettres et faire tourner votre anneau interne à certains moments. Sachant que les lettres de l'anneau interne, comme on l'a vu, c'est celles qui servent à coder le message, tandis que les lettres de l'anneau externe, c'est ceux qui sont contenus dans le message en clair ici. Ce qui donne comme résultat ce qui est écrit ici. Alors, ça, c'était la partie la plus simple. Maintenant, on va aborder un sujet plus complexe qui est la stéganographie. Le concept en lui-même a été inventé à la suite de la sortie du livre de l'abbé Johannes Trithemius, intitulé Steganographia, qui est sorti en 1499, enfin, qu'il a écrit en 1499, mais qui fut publié et édité beaucoup plus tard, au début du XVIIe siècle à Francfort, avant d'être mis à l'index directement par l'Église, parce que ça représentait un danger apparemment pour eux, dans lequel en fait il explique d'un point de vue théorique comment dissimuler des messages sans même qu'une personne puisse s'en rendre compte. Autant dans les cas précédents, antiques, avec le système de décalage par César ou par le chiffrement de Polybe ou par la citale, bah là, le message en quelque sorte ne voulait rien dire et donc on pouvait deviner que ça dissimulait quelque chose sans pour savoir être capable de le déchiffrer. Autant là, en fait, on se rend même pas compte qu'il y a un message à déchiffrer. C'est ça, en fait, qui fait la grande différence entre la cryptographie et la stéganographie. C'est là que je me suis rendu compte que véritablement, les découvertes que j'ai faites sur les nombres et les lettres, ça relève bien plus de la stéganographie que de la cryptographie. Il y a aussi d'autres procédés qui, eux, ne sont même pas visibles à travers notamment l'écriture invisible, où là, bah, on prend une sorte d'encre qui ne se voit pas sur le papier, mais qu'une fois qu'on l'éclaire à travers une source de lumière, et ben là, le message apparaît. C'est ça le concept de l'écriture invisible, qui relève donc de la stéganographie. Donc, comme je disais dans son livre de 1499, il explique en plusieurs mots comment le système fonctionne. Il y associe également une sorte de langage angélique où en fait on peut être capable de rentrer en contact avec ces anges appartenant à des dimensions différentes de la nôtre à travers des méthodes de chiffres, de nombres et de lettres. Ensuite, sa méthode fut un peu plus approfondie et beaucoup plus éclaircie lors de la sortie de son livre Polygraphia, qui est rédigé en 1508, mais qui fut publié à titre posthume en 1518. Donc ce livre fut connu du public avant sa stéganographie qu'il a pourtant rédigée avant. Voilà, ça c'est quelque chose quand même qui est important à comprendre. Et à l'époque, le livre a eu vraiment beaucoup de succès. Un autre élément que je voudrais mettre en valeur et qui va nous suivre pendant un certain temps, c'est qu'en fait, systématiquement, à chaque fois que je voyais un nouveau concept de stéganographie ou de cryptographie inventé au XVIe et au XVIIe siècle, c'était en lien avec la maison des Habsbourg. En l'occurrence, son Polygraphia, il a rédigé à la demande de l'empereur Maximilien Ier, fils de Frédéric III, premier membre de la maison des Habsbourg, qui est arrivé au pouvoir dans le Saint-Empire romain germanique. Et la famille des Habsbourg a eu vraiment une grosse influence lors de la Renaissance. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que l'ouvrage de Johannes Trithemius est le premier livre complet sur la cryptographie qui est documenté à notre époque, d'après les recherches qui ont été faites par les membres universitaires ou par la recherche académique. Dans son livre, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il en est réduit tout un ensemble de mots à une lettre, un peu comme le faisaient les kabbalistes à travers la technique du notaricon.
Sauf que là, la lettre qui est associée au mot n'a absolument aucun lien avec sa forme. C'est-à-dire, on peut prendre un mot qui n'a pas de A, mais qui est associé à la lettre A. On peut prendre un mot qui n'a pas de B, mais qui est associé à la lettre B. En fait, il a créé une série d'alphabets comme ça, qui contenaient des mots de prière ou en lien avec la religion, pour coder des messages. Et là, vraiment, on arrive dans une grande expression de la stéganographie. Et dans ce même livre, justement, il explique comment il a lui-même intégré des informations codées en expliquant le concept, uniquement à travers ses propres mots. Sachant que le livre a été écrit en latin. Le livre est alors parvenu entre les mains d'un Français qui s'appelle Gabriel de Collange et qui l'a tellement intéressé, tellement passionné, qu'il en a fait une traduction complète qui sortit en 1561 et qui fut ensuite imprimé à la cour du roi de France. Et son système fut tout de suite admis et les personnes qui l'ont étudié ont été vraiment intriguées par sa manière de fonctionner. Enfin, là, on parle de Trithémus, hein, puisque ce n'est qu'une traduction. Dans ce livre, j'ai vraiment pu me rendre compte de la manière dont il avait réfléchi le concept en amont, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que son ouvrage est scindé en 5 livres. Chaque livre comprend une immense série d'alphabets. Pour ça, je vais vous partager des extraits vidéo qui vous permettront de bien vous rendre compte de quoi je parle. Rien que dans le premier livre, il a carrément établi un dictionnaire de la stéganographie dans lequel, en fait, il associe 24 mots aux 24 lettres de l'alphabet, quoi. Et qui fait suivre comme ça par colonne, 24 mots latins. Et au total, ça a constitué pas moins de 384 alphabets. Donc il avait vraiment la motivation de créer des messages codés, quoi. Son deuxième livre, quant à lui, contient 308 alphabets différents. Le troisième livre contient 132 alphabets différents, dont le but est de créer une sorte de langage universel à travers plusieurs manières de prononcer ces mots, sachant que chaque lettre renvoie à un mot qui peut exprimer un nombre. Son quatrième livre, lui, contient 120 alphabets, sachant que là, il se distingue un peu de ses livres précédents, puisque les mots qui sont représentés ne veulent absolument rien dire, mais que c'est en extrayant la deuxième lettre de chacun de ces mots qu'on peut déchiffrer les messages. Et enfin, un cinquième et dernier livre qui contient 178 alphabets, où il expose aussi sa table de permutation, où il explique exactement comment réaliser tout un tas d'alphabets différents de manière très simple. Et tout ça, je vais vous le montrer en vidéo et je le commenterai quand j'arriverai dessus. En extension de son livre, en plus, il rajoute une complexité, puisqu'il y intègre des langues différentes avec des symboles de lettres différents, ce qui fait que c'est encore plus complexe d'interpréter les choses. Et Gabriel de Collange, lui, a adjoint 12 roues planisphériques, qui est simplement une répartition de plusieurs alphabets de façon rayonnante, comme ça dans un cercle, auquel il adjoint des symboles bien spécifiques. Et là, c'est intéressant parce qu'en sculpture, en architecture, on retrouve certains de ces symboles. Et c'était à se poser la question s'il n'y aurait pas des messages à décoder dans l'architecture. Et pour ça, je pense tout de suite au chercheur volontaire et passionné qui est Didier Colak, qui nous a fait quelques révélations sur l'architecture et qui, je pense, pourrait être intéressé par ça et avancer dans ses recherches. Voilà pour ce qui est du livre de Polygraphia. Alors, nous allons débuter avec notre première étude de document. En l'occurrence, ici, c'est la version traduite en français par Gabriel de Collange du livre de Johannes Trithemius Polygraphia. Donc, comme je vous l'ai dit, il a été rédigé en 1508, mais sorti à titre posthume en 1518, avant d'être traduit en français en 1561, puisque sa langue d'origine, c'était le latin. J'ai réussi à trouver une fonction intéressante pour vous afficher ces documents et puis vous les décrire
sans pour autant qu'on voit tout mon écran, donc ça, c'est très bien et de cette façon, bah, vous allez pouvoir observer, avec, admiration, avec, je dirais, la plus grande satisfaction les documents, des documents anciens, issus d'ouvrages anciens. Ici, comme on peut le voir, Gabriel de Collange indique que son livre est issu de la polygraphie et l'universelle écriture kabbalistique de l'abbé Trithème, Trithave ici, et donc qui a été réduite et mise en français par Gabriel de Collange, natif de Tours en Auvergne. Dans ce premier livre, comme j'ai pu l'indiquer en introduction, en ouverture de ma vidéo, l'abbé Trithème a rassemblé au total 384 alphabets, et ces alphabets ici, vous pouvez les voir indiqués par les lettres de l'alphabet, sachant qu'au début du XVIe siècle, le J n'était pas distinct du I, c'était, qu'une doublure ou une répétition du I. Tout comme le V et le W, le V étant souvent confondu avec le U et le W qui est apparu bien plus tard, mais qui était surtout présent en Allemagne avant. Ici, en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce document, et c'est ce que j'expliquais avant, c'est que des noms de personnes, par exemple ici Jesus pour Jésus, ou des mots tels que des noms, ont été associés à des lettres. Ce qui veut dire concrètement que dès lors que le nom propre ou le nom apparaît dans son livre, cela insinue que potentiellement il peut être codé par cette lettre de l'alphabet. Par exemple, imaginons que dans son livre en version latine que j'ai rapidement parcouru, il présente le mot «le fabricateur» qu'il écrit en toutes lettres, et ben, en réalité, il peut être réduit en une seule lettre, le «i». C'est différent du Notaricon, dans le sens que là, bah, le «i», il fait pas partie, du début du mot ou de la fin du mot. Il y en a un en plein milieu, mais bon, ça n'a absolument rien à voir. Par exemple, si je prends celui du dessous, conservateur, puisque le «u» en ancien français, c'est un «v», sachant que la petite vaguelette au-dessus du «o», ça forme le son «on», comme si c'était «on» ou «om». Il y a pas de lettre «k» dans ce mot. Donc ici, on est vraiment dans de la stéganographie, puisqu'il faut avoir ce dictionnaire à notre disposition pour pouvoir comprendre qu'il y a un message codé à l'intérieur. Donc par exemple, si, je veux encoder mon prénom Marcus, je pourrais très bien écrire une phrase: «L'empereur, Iesus, l'illuminateur, le sauveur, le dominateur et le consolateur». En juxtaposant tous ces mots-là, si on a le dictionnaire de Johannes Trithemius entre les mains, bah, la personne qui lira ça sera capable de déterminer que possiblement mon prénom a été encodé. Et donc ici, il a carrément créé, tout un ensemble de mots appartenant donc à plusieurs alphabets différents, qu'on peut réduire en une seule lettre pour encoder des messages. Je parcours rapidement le livre pour que vous puissiez vraiment, comprendre, comment il a comment il s'est organisé pour, arranger tout ça. En moyen français, on ajoutait aussi souvent des lettres, muettes, heu, dans les mots, qui ne se prononçaient donc pas. Le S était souvent, remplacé par, une longue tige verticale, un peu en forme de F, mais c'est bien un S. Là, par exemple, c'est au spectacle, et le C était souvent, décoré d'une autre boucle supérieure, un peu à la forme d'un 3. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est le premier livre de Johannes Trithemius. Mais si on avance un petit peu, je vais aller plus loin. Donc là, on est toujours au premier livre. Il y a vraiment énormément d'alphabets. Voilà, donc là, on est au deuxième livre maintenant. Je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces livres est précédé par, une introduction qui permet, en quelque sorte au lecteur de comprendre ce qu'il va voir par la suite.
Et là, tout de suite, on peut repérer que le deuxième dictionnaire qu'il a présenté dans son second livre, heu, présente des particularités qui est différente du premier. Par exemple, sur le côté ici, on peut voir des nombres de 1 à 24, parce que c'est un alphabet de 24 lettres. Et il a, compilé un ensemble de mots avec leurs variantes, sachant qu'en latin, heu, un seul mot comporte une multitude de variantes, sans pour autant que ça change énormément son sens, parce qu'il faut l'ajouter, dans une phrase pour véritablement faire la distinction. Mais un mot isolé, même s'il a une terminaison différente, bah, peut être le même que l'autre si la racine, sa particule initiale est la même. Là, en l'occurrence, pour Kabbalah, Kabalé, Kabali, Kabalo, Kabalou, Kabalan, Kabalen, tout ça, c'est des mots qui commencent par Kabbale. C'est simplement que ça se finit différemment. Alors je ne sais pas si c'est inspiré de la Kabbale, hébraïque pour, sa première colonne alphabétique, mais, en tout cas, ça ressemble. Alors dans ce deuxième livre, il compile 308 alphabets supplémentaires, ce qui fait un total de 7 392 mots. Après, pour avoir les clés véritablement pour comprendre tout ça, il faut lire le livre. Là, je vais pas faire de la lecture, intempestive. Je vous laisserai, le consulter chez vous, comme ça vous pourrez véritablement, vous forger votre propre idée par rapport à ça. Donc là, pareil, il a compilé donc plein de mots. En plus d'être associés à des lettres, sont associés à des nombres, puisque au début, comme on a pu le voir ici, ça va de 1 à 24, mais il revient pas au début. Après, on poursuit de 25 à 48. Donc en fait, il, il associe, chacune de ces, 3 colonnes alphabétiques à des nombres entre 1 et 24. Et c'est là où aussi, je dirais il a réussi à trouver un système qui permet non seulement d'associer un mot à une lettre, mais également à un nombre. Sachant que 3 mots, 3 mêmes mots peuvent être associés à la même lettre et au même nombre. Là, par exemple, Massor, Basson, Sophor, ce sont tous les 3 des mots ayant la valeur 38. Là, pareil, voilà, il a écrit tout un tas de mots. Je vais pas tous les parcourir parce qu'il y en a énormément. Alors, le troisième livre, le voici. Bon, comme il fait 3 pages, enfin 2 pages d'introduction, c'est assez court, je vais pouvoir vous le lire. Je vais peut-être un peu grossir. Bon, normalement, ça doit sortir du cadre, vous voyez pas tout. Le devoir avec la raison, de tout bon ordre et suite requiert et commande, ce suit notre troisième livre de polygraphie, être décrit et fait totalement différent et dissemblable aux autres précédents, afin que par ce moyen, ceux qui auront ou pourront avoir participation et intelligence de nos secrets et mystères s'en puissent servir et aider non seulement en une sorte, mais aussi en variable et infinie façon et manière. Nous, à cette cause, avons en ce livre ici étendu et exhibé la pie, de sorte que, par facile invention, sera très aisé à comprendre. Car la nuit, toujours conjointe par la minutie aux monades, se pourra facilement trouver et connaître en quelque ordre que ce soit du jour et de la lumière. Ici ne se peut trouver, ni trouvera aucune différence ou dissension entre l'unité et le binaire, ni aussi sera aucun besoin à l'opérateur avoir en main aucun instrument ou formulaire semblable, attendu que celui qui succède au premier, sans aucun autre entre deux, représente entièrement la nuit et le mystère occulte et couvert. De sorte que tout opérateur expert, intelligent et bien connaissant la science, pourra aisément, sûrement et secrètement, en tout temps et lieu, sans exemplaire ni formulaire, satisfaire et parfaire son œuvre à son vouloir et intention. En ce livre, le binaire reçoit de l'unité la force et vigueur, qu'après il laisse au ternaire. Or, l'intelligence et cognition de cette cryptologie, de prime face et du commencement, est très facile, et mêmement quand la lune est d'un seul point, illustrée du soleil. Toutefois, il n'est impossible qu'une personne
curieuse et industrieuse, par grand travail et recherche, ne puisse comprendre et entendre la nuit enclose sous ses minuties diurnes. Or, qu'il n'ait donc eu conduite ni avertissement du maître. Ce que ne faut craindre ni douter est autre livre précédent. Et quant aux livres restants et leur qualité, en sera amplement traité et fait jugement d'un chacun selon leur rang et lieu. Et surtout, autre moyen kabbalistique par ci-devant, par nous traité et décrit. Il n'en y a aucun qui tant aisément et facilement se puisse être et dilater jusqu'à l'infini, comme fait celui présent, troisième livre. Comme pour ce troisième livre, on pourrait dire. Or, il me suffira avoir bâillé ample moyen, avec bonne cause d'exemple, à ceux qui désireront entendre ou écrire plus outre. Par la lumière de bonne et vraie intelligence, on pourra aisément comprendre et pénétrer non seulement le secret qui à présent se présente, mais généralement de tout ce qui est par ci-devant ou pourra ci-après être dit et déclaré. Bon, ici, je vais pas vous mentir, l'abbé Trithème ne nous aide pas énormément. Moi, après avoir lu, ce texte d'introduction, je peux vous dire que c'est, ça m'éclaire pas plus que ça. Bon là, il y a eu un souci. Néanmoins, certains érudits ont étudié son troisième livre et en ont les l'ont interprété comme étant 3168 dictions d'un langage universel où chaque lettre renvoie à un mot inventé, capable d'exprimer des nombres. Alors moi, ça, je l'ai vu plutôt pour le livre numéro 2. Là, ici, le livre numéro 3, pour moi, ça a l'air un peu différent, mais bon, c'est ce qu'ils disent. Et donc, pareil, ici, on enchaîne avec d'autres alphabets, sachant que lui, il intègre le symbole «et», qui en allemand a aussi une signification, puisque je vous rappelle qu'il est aussi allemand, en plus d'écrire du latin. Et pour avoir un alphabet de 24 lettres, il lui faut aussi ajouter un autre symbole. Voilà à peu près à quoi tout ça ressemble. Ici, ce qu'on peut remarquer directement, c'est la même terminaison des mots. Autant dans le dictionnaire d'avant, on avait des mots qui commençaient de la même façon, mais ici, c'est des mots qui se finissent de la même façon. En os, en âme, en on, en haine, en sar, en âme. Et tout ça, bah, je suppose, ça doit avoir un objectif. C'est basé sur les préfixes ou les suffixes, la manière de structurer les mots. En tout cas, c'est ce que je peux remarquer, sans pour autant expliquer plus que ça, puisqu'il est lui-même assez énigmatique dans ses propos. Après, il ajoute un épilogue. Dans cet épilogue, il explique: «Ayant dûment décrit et donné à entendre ci-devant par bonnes et certaines démonstrations et expériences la qualité, puissance et intelligence de cette nouvelle invention, je ne délibère en faire ici plus long discours, attendu que le chemin ou expériment décrit en ce dit troisième livre puisse bâiller infini et innombrables moyens à tout opérateur qui aura ou pourrait avoir besoin de plus amples et grands exemplaires. Je pense aussi n'être ici nécessaire de réduire et remettre en mémoire ce qui a été ci-devant dit et écrit dans les livres précédents. Car tout lecteur studieux et diligent, avec l'aide de Dieu, pourra en cela aisément entendre et trouver tout autre secret et mystère, y étant cachés et couverts, qui sont sans comparaison plus grands et ardus que celui-ci, par le moyen duquel j'ai baillé le sujet avec aussi ample cause, tellement que qui voudra, dit celui usé avec prudence, pourra facilement de son esprit excéder le nôtre. Et si aucun désire ce chemin plus beau en son ombre, faut qu'avec ses sens, mains et cerveau, il emploie l'esprit et que lui-même se prépare et dispose à faire, s'il veut plus belle voix, par plus propre et élégant paraphrase et diction. Voilà, en tout cas, c'est à peu près tout ce qu'on peut retirer, en tant qu'information de son troisième livre. Ensuite, il introduit son quatrième livre, hem, où là, en fait, il expose ce qu'il appelle une table de transposition.
Et, et en fait, dans cette table de transposition, il indique plusieurs manières de créer de nouveaux alphabets codés. Et c'est notamment à travers ces notes en bas de page de Gabriel de Collange que ça m'a permis de mieux comprendre, en quoi celles-ci servaient, sachant que ces notes-là, c'est des traductions aussi, de l'ouvrage original en latin, que j'ai pu vérifier. Parce que j'ai aussi retrouvé l'ouvrage original. Mais étant donné que c'est pas dans une langue que, vous connaissez probablement, donc c'est pour ça que j'ai préféré laisser en français et c'est d'ailleurs plus simple pour moi à interpréter. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est 4 alphabets disposés en carré, au centre, duquel on retrouve plein d'autres alphabets, au total 24 puisqu'on retrouve nos 24 lettres de l'alphabet, disposées en ligne et qui sont, répartis d'une certaine façon que, chaque alphabet se reflète l'un avec l'autre. Il y a une sorte de représentation miroir. Là, par exemple, quand on arrive au N, le O qui est au-dessus, bah, est en fait la prolongation de l'alphabet, d'en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ici, tout suit un ordre logique. Et aussi, il parle de métathèse et d'orchème. Alors le terme orchème, j'ai cherché sur internet, j'ai pas véritablement réussi à savoir, sa signification exacte. Mais c'est surtout en rapport avec une transposition du système, avec un décalage des lettres, de 2 ou 3 places, comme on a pu l'avoir notamment dans le système de chiffrage par, décalage de César. Ici, par exemple, il explique que par cette table canonique et recte, recte, c'est pour, le recto, suivant l'usage et coutume des latins et le nôtre, pourrait faire ordonner par métathèse, transposition ou mutation autant d'alphabets entiers, comme ici, en tout et pour tout, pourrait trouver de monogrammes ou seuls caractères ou lettres. C'est à savoir 86 et 4, 80 fois, 80 fois 24, puisque on a, on a 24 lettres répétées 4 fois. Et ce qui créera au total un nombre de 14 000 alphabets. Donc il y a vraiment la possibilité de créer un très grand nombre d'alphabets différents à travers cette technique. Ensuite, ici à l'arrière, il y a la table averse qui correspond au verso. Et par la présente table averse, vous trouverez par transposition autant d'alphabets comme nous en avons mis et consignés en la recte et précédente table, car comme vous pourrez le voir aisément, sous la mutation et transposition alphabétique dextre, en trouverez 24. Dextre, c'est la droite. C'est simplement ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, au lieu de commencer par la lettre A, on commence par la dernière lettre de l'alphabet. Donc en fait, il y a une inversion. On part de la fin au lieu de partir du début. Et enfin, il ajoute une série de transpositions où en fait chaque lettre rouge qui sont indiquées ici correspondent à des lettres noires. Et en fait, ces lettres noires sont les lettres du code. Hem, Par exemple, la lettre A va être encodée en B, la lettre B encodée en C, la lettre C encodée en D. Mais tout dépend en fait du type d'alphabet qu'on utilise. Et il a annoté sa page justement pour, qu'on puisse mieux comprendre. C'est la première figure d'extension et dilatation de la première table canonique et recte, où sont décrits 5 alphabets par métathèse et transposition, en tant que premier alphabet de cette figure. Donc les 5 alphabets, c'est ceux qui sont disposés en colonne ici. B est imprimé et sert pour A, comme je disais, donc B est la clé d'encodage pour la lettre A. Et sert pour B. Le second alphabet s'est imprimé afin que A sert que C soit imprimé pour servir pour A, c'est pour la table recte, donc ici. En fait, au quatrième alphabet, il faut se rendre ici. Donc ici, c'est le premier, ici le deuxième, ici le troisième et ici le quatrième. Le E qui est à gauche vaut A, le F vaut B. Et à chaque fois, il y a un décalage. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Au tout début, on commence par le A, puis ensuite par le B, et donc le A est retranché à droite. On vient carrément l'amener de l'autre côté. La lettre C fait basculer le B tout au fond. La lettre D fait basculer le C
à droite et ainsi de suite. Et à travers ça, on peut encoder des informations. Donc, par exemple, si on veut faire en sorte que on écrive un mot en utilisant, l'alphabet E ici et que ce mot, bah, par exemple, c'est mon prénom, donc Marcus, ça va être encodé H, X, N, G, Q et O. Parce qu'il y a toujours un rapport avec la ligne d'en haut. C'est pour ça qu'elle n'est pas comptabilisée véritablement comme une ligne alphabétique. Et donc le quatrième alphabet, c'est celui-là. Alors que ça devrait être le cinquième si on part du principe que la première ligne est un alphabet. Enfin voilà, c'est un peu complexe, mais tout cela, il l'a mis en avant dans ses figures, comme il les appelle, ses figures d'extension. Pour la table recte, donc recto, et puis pour la table inverse, c'est la même chose, comme j'ai dit. Cette fois-ci, on part de la fin, donc A équivaut à E, B à Z, etc. Alors ensuite, il y a ajouté ce qu'il appelle des tables orquémales, mot qui est inexistant sur Google ou dans tous les dictionnaires d'anciens ou de moyen français que vous pouvez consulter. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai rien trouvé. Mais ici, il nous donne une petite explication de ce que c'est. Suivant la présente figure orchémale ou de translation, se peut comprendre la forme et manière, par transposition, et saut, de faire infinité d'alphabets, tant par la norme et règle de l'ordre que par la position des lettres alphabétiques. Donc ici, ça renvoie au concept que je vous avais expliqué à un autre moment, qu'en fait, au lieu que ça se suive ici, A, E, Z, Y, X, U, enfin là, c'est dans l'ordre décroissant, alors qu'avant, c'était dans l'ordre croissant. Et bien là, il y a carrément un saut de lettres. On passe du C au E. Donc il y a la lettre D entre les deux, du E au G, il y a la lettre F, du G au I, il y a la lettre H. Qu'en fait, c'est ça. On crée des sauts de transposition. Un peu le chiffrement par décalage, enfin, c'est à peu près le même concept que le chiffrement par décalage de César. Et il ajoute même des informations complémentaires pour le lecteur afin de pouvoir s'y retrouver, sachant que les anciens eux-mêmes pouvaient employer des systèmes équivalents. Là, par exemple, c'est l'ordre des lettres numérales. Donc, il assigne un nombre à chaque lettre et il y ajoute même une deuxième lettre qui doit servir à un objectif, je suppose. Mais, en tout cas, il a décidé de représenter les choses de cette façon. C'est vice versa, c'est-à-dire que le nombre désigne la suite de 2 lettres ou la seule lettre, ou la lettre peut, désigner le nombre. Sachant que à l'époque antique, on avait déjà ce système d'enchaînement avec I pour 1, IJ pour 2, IIJ pour 3, IIIJ pour 4, le V pour 5, le VJ pour 6 et ainsi de suite. Enfin ça vous connaissez, ce sont les chiffres romains, C pour 100, D pour 500, L pour 50 et puis ça se poursuit même après pour 1000, la lettre M. Et après ils y ajoutent même des petits symboles, ça par exemple je connaissais pas. Je savais pas que les anciens procédaient de cette manière. Mais vous voyez qu'ils avaient carrément trouvé un système pour aller jusqu'à, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a 10 zéros, 2 milliards en nombre, quoi. Donc vraiment un nombre très important. Voilà pour ce qui est du quatrième livre. Et enfin, on arrive au tout dernier livre, son cinquième livre, dans lequel il inclut, hem, tout un ensemble d'alphabets antiques venant des contrées du Nord, septentrionaux et de Normandie. Et là, franchement, je suis tombé sur tout un tas d'alphabets que je connais pas forcément, hein. Vous pouvez voir les symboles. Là, c'est l'alphabet des antiques allemands et germains. L'alphabet de Charlemagne. Je savais même pas que Charlemagne avait inventé, un alphabet de ce genre. Et si on en a encore un autre,
Ensuite, là, ce sont des caractères antiques, non identifiés. Alphabet de Ichus, que je connais pas du tout, c'est un antique divinateur. L'alphabet de Béda, l'alphabet antique des dormants, extrait d'une œuvre de Béda, que je connais pas non plus. Ici, encore une fois, une association entre les nombres et les lettres. Et là, on retrouve un principe équivalent à l'hébreu, puisque dès lors qu'on dépasse les dizaines, on va de 10 en 10, puis aux centaines, de 100 en 100. Donc on a les unités, les dizaines et les centaines. Ici, il associe carrément 2 lettres à un chiffre ou un nombre. Ah bon, ça, il faut déjà bien analyser son quatrième livre avec ses tables de transposition, ce qui est loin d'être simple, même pour m'y être plongé pendant un certain temps, quoi. Alors ici, il ajoute un autre alphabet qui est intéressant, c'est l'alphabet thébain, qui est beaucoup utilisé en magie, notamment dans ce qu'on appelle la Wicca. On a exactement les mêmes symboles qui sont reproduits, et c'est le plus ancien livre qui les fait apparaître, qui apparemment viendrait d'un certain Honorius, surnommé Honorius de Thèbes, puisqu'originaire de la ville de Thèbes en Grèce. Ici, on a un alphabet d'alchimiste, donc ça voudrait dire un symbole équivalent à une lettre de l'alphabet, ce qui est intéressant. Puisque si on analyse maintenant les écrits, les manuscrits alchimiques de cette période et qui pourraient être un peu difficiles à comprendre, bah, peut-être parce qu'ils dissimulent un alphabet à l'intérieur et donc des messages potentiels. Ça pourrait être intéressant à investiguer. Voilà, encore d'autres alphabets, il en a plein de toute façon. Ah, voilà un cas assez intéressant. Il indique un ensemble d'alphabets et de nombres, c'est vraiment hyper complexe, hein, je vais pas vous mentir. Où il fait commencer la lettre A par le nombre 6 et il alterne, l'écriture rouge et l'écriture noire et ici on a une sorte de diagonale qui se crée avec les nombres, qui est assez particulière. Puisqu'en fait, il retire les 5 premiers nombres, donc 1 à 5 on n'a rien, on part du nombre 6 et ici il en a fait une figure d'extension, ce qui est assez complexe, hein, je vais pas vous mentir. Mais au moins ça vous permet de visualiser tout ça. Autre chose que je voulais vous montrer que je trouve, particulièrement intéressant, c'est qu'il a développé des alphabets pour les glyphes astrologiques. Ce qui voulait dire qu'en fait, à leur époque, dès lors qu'une personne représentait un symbole, il pouvait y incorporer une suite alphabétique, à la fois, comprenant à la fois une lettre et un nombre. Et il écrit, enfin il décrit son système ici: «J'ai particulièrement baillé et ordonné à un chacun des 12 signes célestes, un alphabet numéral et par nombre, ordonnant à l'alphabet fait sous le signe du bélier pour A, le chiffre 6 et sous celui du taureau, le chiffre 7 et ainsi de suite. Ainsi conséquemment par toute la suite des alphabets décrits en la présente et autres tables suivantes faites, comme dit est, sous les 12 signes célestes». Ce qui voulait dire en quelque sorte que si une personne souhaitait encoder des informations à partir du glyphe du bélier, heu et qui voulait donc utiliser cet alphabet, il devait représenter le glyphe et ensuite écrire son message. Donc on a la suite avec le reste des signes du zodiaque, avec ici une représentation du signe du Sagittaire à la chinoise, ce qui est assez rare pour le souligner. Ça m'avait assez surpris quand j'avais vu ça, donc c'est pour ça que je le signale. Et à droite, les 6 symboles des planètes, tels qu'on les connaît en astrologie. Ici, on peut notamment remarquer qu'à l'origine, Saturne, qui est à gauche, et Jupiter à droite, étaient presque similaires. Une représentation presque à l'identique du chiffre 4. Ce qui voulait dire que même les planètes possédaient leur propre alphabet, quoi. Voilà. Ensuite, Gabriel de Collange a ajouté ce qu'il appelle une clavicule, ce qui veut dire en latin, petite clé, clavicula, pour interpréter et comprendre le contenu des 5 livres de polygraphie de Johannes Trithemius. Voici Gabriel de Collange, donc l'homme qui a permis de faire connaître le texte en français,
et grâce à ça, a engendré toute une lignée de personnes intéressées par la cryptographie et la stéganographie. Mais bon, je vais pas trop, m'attarder là-dessus parce que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. Et voilà, comme je vous dis, vous pouvez retrouver ça sur internet, notamment sur le site archive.org, notez bien, archive.org, et le titre du livre, donc Polygraphie et universelle écriture kabbalistique, par Johannes Trithemius et traduit par, Gabriel de Collange, qui date de 1561, faut pas confondre avec la version originale. Alors je vais un petit peu avancer parce qu'il y a autre chose qui m'intéresse. Est-ce que c'est là? Et vous voyez, il fait vraiment une interprétation de tous les livres, comme pour indiquer que au sein même du texte, et il y a possiblement des messages codés. OK, donc là, c'est le 5e livre. OK. Donc là, on retrouve une association numérale entre les lettres et les nombres, avec des variantes pour, la lettre I. Ah, ici, on a une variante d'un des exemples précédents. Au lieu d'avoir une lettre associée à 2 nombres, bon, on a une lettre associée à une lettre et un nombre. C'est une version hybride du cas précédent. Ici, on a un décalage, on retrouve le système de César. Alors, il est important de souligner aussi que Gabriel de Collange, il a ajouté une autre partie qui n'était pas présente dans le livre original de, Johannes Trithemius, dont je voudrais vous faire part. Ce sont ces grands tables planisphériques. En fait, en quelque sorte, il a étalé sur un plan circulaire ce qui se trouvait sur un plan carré, et il y a ajouté des figures qui sont similaires, voire même identiques à certaines sculptures qu'on peut retrouver dans les châteaux ou dans les demeures d'aristocrates. Ce qui prouve, en quelque sorte, qu'il pourrait y avoir eu du codage dans l'architecture. Et là, je vous renvoie au travail de Didier Coillac, qui a interprété ces différents messages contenus dans la sculpture. Et ça pourrait justement l'aider peut-être à un peu plus percer les mystères, du codage de l'architecture. Parce qu'ici, en fait, ce qui est indiqué, c'est que chaque symbole est associé à une suite de lettres. Donc, est-ce que ça voudrait pas dire, en quelque sorte, que, au lieu de lire les différents éléments qui se trouvent sur ces figures, heu, comme ils devraient être en français, les lire plutôt selon ce décalage alphabétique? Si par exemple, je sais pas, là on a un chapeau, bah, au lieu de commencer, le mot chapeau par la lettre C, et ben, on l'a fait correspondre avec, la lettre R ici. Enfin, je sais pas si c'est ça exactement qui est indiqué, mais voilà, ça pourrait peut-être aider dans le déchiffrage. C'est une proposition que je fais, mais en aucun cas je peux vous affirmer que c'est ça. Et il en a fait plusieurs. Ici, il y en a une deuxième, sachant qu'au milieu, il y a une partie qui a été collée, je ne sais pas pourquoi, qui fait que ça cache le reste. Ici, on retrouve les 2 cornes d'abondance, très courant dans l'architecture, puis les autres, symboles. Une troisième table, une figure planisphérique plutôt, et la dernière qui est ici. Voilà. Je sais plus si ah, ça, c'est pour la table recte. Il en a aussi 4 pour la table averse, au verso donc. Après, il explique à peu près en quoi tout cela consiste. Mais vous pouvez toujours faire pause et lire vous-même le texte pour vous en faire une meilleure idée. Et la dernière figure qui est là. Voilà. Bon, après, il explique dans les détails en quoi ça correspond. Et puis, il y ajoute aussi des figures numérales et orchémales. Donc, non seulement on peut associer ces symboles à des lettres, mais aussi à des nombres. C'est là que ça se complexifie. Donc ici, comme on a le 6 et que j'avais vu que c'était associé à la lettre A, donc peut-être qu'on a une représentation du système, orchémal tel qu'on l'avait, observé auparavant, en omettant les 5 premiers nombres et en commençant uniquement par le sixième. Donc là, ici, ce serait à lire A, B, C, D, E, F, G pour ce symbole-là. Mais pour celui-ci, comme on commence par le 7,
Ce qui voudrait dire qu'il y a un décalage, alphabétique. Et là, on commence par le C, par le D, par le E et ainsi de suite. Là, on a une autre figure anomale et orchémale, une autre ici. Vous voyez, en tout cas, il en a réalisé un grand nombre. Il en a même fait une avec des symboles, issus d'écriture antique. Et je crois que c'est tout. Après, c'est le tétragramme, mais c'est pas très intéressant. Voilà, il a juste conçu un alphabet tétragrammique, quoi. Voilà, c'est tout pour, cette étude et analyse de la traduction française du livre de Johannes Trithemius, Polygraphia. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, je voulais absolument vous montrer ça.